Donc voilà, je suis ravie de cette initiative et ravie que vous ayez pensé à Olna pour venir faire ce témoignage. Serge Estorge, directeur des services techniques de la commune d'Olna, à Olna depuis 2008 pour tout ce qui est réalité. Donc j'ai suivi toute la démarche mise en place avec la DUM, entre autres, pour travailler sur la transition énergétique et surtout la gestion de tous nos fluides. Et puis donc Sébastien Brunet, qui suis conseiller en énergie partagée à la DUM depuis 2012 et qui travaille avec la commune d'Olna depuis 2012. Donc c'est vraiment un plaisir de vous présenter cette stratégie aujourd'hui. Comment elle a été construite, la stratégie? C'est un petit peu le sommaire et ça va être le déroulé de notre présentation. On va vous montrer quelques rappels et puis le schéma directeur qu'a suivi la commune. Schéma directeur qui, derrière, c'est organisé en quatre blocs. Déjà la gestion efficace de l'énergie, on aura l'occasion de vous parler d'achat d'énergie, d'extinction d'éclairage public, des usagers, comment la commune s'y est prise pour améliorer son patrimoine via des petits travaux, comment elle s'y est prise également dans un troisième bloc pour rénover de façon globale des bâtiments ou sur des projets de construction se fixer des attentes fortes. Et puis le dernier lot de cette stratégie de rénovation énergétique, comment la commune a su diversifier ses sources d'énergie et puis quelles sont aussi les pistes qu'elle a. Et puis on terminera cette petite présentation avec le bilan et les suites de ce schéma directeur. Rémi, je te laisserai, si jamais il y a des questions dans le chat, nous les poser ou alors les garder pour la fin de la présentation. Ça marche. Très bien. Donc, deux mots sur la commune d'Olna. Donc, c'est une commune de à peu près 4100 habitants, ça a un petit peu évolué. Donc, on fait partie de la métropole, des 21 communes de la métropole. Donc, commune à taille humaine, j'ai envie de dire, bien située, comme c'est noté sur le diaporama. Effectivement, quand on est sur le bourg d'Olna, eh bien, en 5 minutes, on peut être à la campagne et profiter de la nature, mais aussi tout proche de la ville-centre, avec un maillage de transport en commun intéressant et qui va même monter en puissance avec l'arrivée du BHNS d'ici quelques années. Donc on est sur la plaine de Limagne, en effet. Donc, nous avons sur notre commune pas mal d'équipements, des équipements en direction de la population, de la jeunesse, tout ce qui est, on a 2 écoles, pour de la maternelle à l'élémentaire. Nous avons des services d'accueil, centres de loisirs. Nous avons aussi l'accueil pour les seniors et nous avons une palette d'associations sportives et culturelles assez importante. Et pour pouvoir accueillir toutes ces personnes, eh bien, nous avons des équipements publics importants. Donc, vous voyez, 12 000 m² chauffés et donc avec un intérêt pour diminuer nos consommations et puis avoir une vision plus serrée de la gestion de ces équipements. Alors, comment Sébastien nous parlait du cadre de travail et de réflexion. Donc, depuis de nombreuses années, on a fait le choix de travailler avec la DUM. Donc, aujourd'hui, c'est le constat et au bout du diaporama, vous pourrez en voir vous-même. Mais en tout cas, la commune est ravie, mais vraiment ravie de pouvoir travailler avec la DUM. Ils ont été de tous les, non pas de tous les combats, mais de tous les projets, quels qu'ils soient. Ils nous ont toujours accompagnés dans des moments des fois un peu difficiles. Il y a eu des fois, c'était pas toujours simple. Ils ont toujours été à nos côtés. Et c'est avec eux qu'on a fait les choix. On n'a jamais fait de choix sans prendre leur avis, leur conseil. Et bien aujourd'hui, le constat est de dire que ça a été efficace et un beau partenariat en tout cas. Et on est ravis de pouvoir, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, témoigner de notre expérience. Et l'expérience qui est celle d'Olna, mais qui est aussi celle de la DUM. Je pense que c'est une expérience partagée et intéressante. Voilà. Oui, merci Christine pour ces remerciements. Et c'est vrai que nous, à la DUM, on retourne aussi les compliments et c'est un plaisir de travailler avec votre commune et puis d'avancer comme ça sur le schéma directeur.
Je vais faire le lien du coup entre l'épisode 1 et puis l'épisode 2. Dans l'épisode 1, on avait vu de la nécessité d'avoir des indicateurs, de savoir où on allait, de ne pas être dans le brouillard. Ça a été fait sur la commune d'Olna, donc qui a une vision énergétique de son patrimoine. Elle sait ce qu'elle consomme en gaz, ce qu'elle consomme en électricité dans ses bâtiments, en bois granulé et encore un petit peu en fuel, on en parlera tout à l'heure. Il y a vraiment pour définir une stratégie et aller vers un patrimoine économe, il faut savoir d'où on part avant de se définir où on veut aller. Des indicateurs également sur le coût des énergies. On est dans un contexte un peu haussier en fonction des sources d'énergie. Quand on a à faire des choix énergétiques sur son patrimoine, et il faut savoir vers quelle énergie on doit se tourner. Est-ce que c'est vers une énergie électrique qui est plutôt coûteuse, vers des énergies moins carbonées comme le bois granulé ou le bois plaquette qui, eux, vont être sur des coûts d'énergie moins importants. En tout cas, avoir ces différents indicateurs qui aident à définir le schéma directeur. La dernière diapo de rappel, c'est bien sûr les indicateurs, donc la surface chauffée, les kilowattheures, ce que consomment nos bâtiments, avoir des ratios de quel est le bâtiment qui consomme le plus, quel est le bâtiment qui consomme le plus ramené à ses mètres carrés. Tous ces indicateurs-là permettent vraiment d'établir la stratégie. Et la stratégie, elle est celle-ci. Je vous ai tout à l'heure dans le sommaire donné les 4 lots de la stratégie de rénovation énergétique d'un patrimoine d'une commune. Olna, dans ces 4 lots, en gestion efficace de l'énergie, on va le redétailler. Elle a réfléchi à comment acheter son énergie, elle a réfléchi à comment ajuster ses puissances souscrites, comment aller vers des mesures de sobriété. Ce sont des actions en fait qui coûtent rien, ce lot 1, mais qui rapportent un petit peu, notamment sur le budget de fonctionnement. Et puis comment aussi on travaille sur la sensibilisation des usagers. Dans le lot 2, avec la commune, on a cherché à identifier les petits travaux, donc des investissements mesurés qui vont avoir des temps de retour assez rapides. Là, on parlera plus en détail de régulation et puis aussi de ce qui a été fait en matière d'isolation de compte, de calorifugage, de petits travaux d'isolation. Dans le lot 3, on vous mettra en avant 2, même un petit peu plus, 2, 3 projets à la fois de rénovation globale d'un bâtiment, du groupe scolaire Vétou, et puis également de construction d'un pôle enfance formé couleur et des choix qui ont été faits pour être dans une stratégie à pas venir ajouter trop de charges de fonctionnement. Et puis dans le dernier lot, tout ce qui a été fait en matière de diversification énergétique, que ce soit déjà réalisé vers du bois énergie ou de la géothermie ou en projet vers du solaire photovoltaïque. Sur cette première thématique donc, de la gestion efficace de l'énergie, Olna a intégré des stratégies en matière d'achat d'énergie. Si Christine, tu veux peut-être les… On a fait le choix de se regrouper, hein, de rejoindre les collectivités pour avoir une gestion simplifiée, en tout cas pour nous, et puis aussi d'avoir, comment dire, voilà, une gestion au plus juste, et puis pouvoir la partager avec d'autres. Notamment, on a rejoint le département pour l'électricité très récemment, parce que c'est passé sur notre dernier conseil municipal. Ça nous permet aussi une mise en concurrence simplifiée, d'avoir des prix aussi intéressants. Ça nous semblait assez évident de faire cette démarche-là, en tout cas. Gaz naturel, c'est pareil. Vous êtes dans le groupement coordonné par le conseil départemental avec l'appui de la DUM. Oui, tout à fait. Je parlais d'électricité parce que c'était tout fouillé dans ma mémoire, mais effectivement. Et puis ça aussi, dans ce premier lot, il y avait aussi eu un petit travail de souris, mais pour ajuster les puissances. Oui, alors on a fait toute une étude sur tous nos bâtiments, sur les consommations et quel abonnement on avait par rapport à la puissance de base. Et on s'est rendu compte qu'on avait des puissances surdosées, si on peut dire, et on les a rajustées au plus près pour avoir des frais de fonctionnement plus bas. En deuxième action de gestion efficace de l'énergie, celle-ci, on a marqué simple et efficace. Vous avez effectivement fait le choix en 2011-12 oui, de pratiquer l'extinction. Oui, donc ça a été une réflexion qui a été
menée bien évidemment par les élus, mais aussi en concertation avec la population. Il ne s'agissait pas de passer en force, mais bien au contraire d'échanger sur les problématiques que ça pouvait poser et comment ça pouvait être accepté par la population. Et en amont, on avait même travaillé avec plusieurs communes de la métropole qui avaient aussi cette réflexion. Et nous avons fait le choix de passer à l'extinction. On avait la chance d'avoir un parc qui était de bonne qualité. Hein. On avait des lampadaires qui étaient de bonne qualité, qui n'avaient pas forcément besoin d'être rénovés, changés. Et donc, on a mis ça en place, donc avec une extinction en milieu de nuit sur la semaine entre 11h et 5h du matin, et sur le week-end, c'est-à-dire le vendredi soir et le samedi soir, entre 1h et 6h du matin. Donc voilà, c'est bien accepté par la population. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs et on n'a pas de soucis. Et puis plus récemment, concernant l'éclairage public aussi, une nouvelle réflexion et une nouvelle adaptation sur un territoire qui se situe justement sur le pôle enfance et sur l'école élémentaire, donc avec un cheminement très bien utilisé donc par les enfants et parents d'élèves, puisque ça conduit aussi à une partie du pôle sportif. Donc on a fait le choix d'un éclairage avec variation d'intensité, c'est-à-dire qu'il y a un éclairage en permanence quand c'est l'heure que la lumière s'allume, et quand il y a des personnes qui passent, l'intensité s'augmente un petit peu. Donc voilà, c'est aussi une démarche en direction des maîtrises de l'énergie sur l'éclairage public. Cette action, le suivi énergétique du graphique à gauche s'arrête à 2017, puisque le fonctionnement, le coût est passé à la métropole, mais c'était une action qui avait quand même permis de diminuer de plus de moitié les consommations de la commune, et puis de générer des économies de fonctionnement assez rapides pour un coût d'investissement plutôt faible. J'ai oublié de dire sur l'éclairage public et qui a son importance aussi. Bien sûr que nous avons concerté avec d'autres communes, avec la population, mais nous avions aussi travaillé avec l'ANPCEN, donc qui est une association qui milite pour la protection de l'environnement. Et donc ça avait été aussi très intéressant de pouvoir travailler avec eux. Ils sont venus aussi sur les concertations avec la population, donc ça nous a bien aidé aussi. Dans les arguments par rapport à la biodiversité. Tout à fait. Oui. La dernière action qu'on vous présente dans ce premier lot, qui permet aussi de générer des économies à la fois au sein des bâtiments de la commune, mais aussi d'essaimer un petit peu les bonnes pratiques, c'est la sensibilisation des usagers. Comment vous avez un petit peu diffusé cette thématique-là ? Alors, donc, c'est vrai que sur les programmes, les différents programmes, alors là, effectivement, en ce moment, c'est un peu plus compliqué sur la dernière réalisation Forme et Couleur, puisque ça s'est passé pendant le confinement. Mais sinon, en général, sur tous les programmes qu'on a pu faire, on a essayé de faire partager ce qui avait été réalisé à la population, bien évidemment, avec des visites de sites, avec des explications aussi plus précises par des techniciens, et puis bien sûr par les personnes de la DUM. Et puis nous avons aussi une démarche avec la métropole et l'opération Rénover plus demain. Donc on fait pendant l'hiver des matinées, en général ça se passe le samedi matin, où on fait une balade, ce qu'on appelle les balades thermiques, avec utilisation de caméras thermiques pour mettre en avant les déperditions de chaleur, etc. Et donc voilà, c'est un programme intéressant qui vient compléter un petit peu ce qu'on a pu faire sur nos bâtiments et montrer aux populations ce qui a été fait dans les bâtiments publics, et bien, comment le transposer chez eux. Donc c'est cette passerelle avec Rénover plus demain qui nous permet de pouvoir concilier les deux et avoir cette entre guillemets, cette pédagogie envers nos populations. Et puis aussi, comment adapter les comportements dans les équipements publics. Exactement. Serge, peut-être sur Bétou, il y avait eu quelque chose de fait avec les enfants. Oui, alors on avait fait un test avec les enfants juste avant de faire des travaux dans Bétou, justement. L'objectif, c'est qu'on avait travaillé avec EDF et l'objectif, c'était de travailler sur 3 semaines. Une semaine où les enfants, les instituteurs, tous les utilisateurs des locaux pouvaient consommer au maximum.
voire plus que ce qu'ils auraient. Ils se lâchaient. La deuxième semaine, au contraire, on a travaillé sur une semaine où on essayait au maximum d'économiser. Donc on se privait d'éclairage la journée, on tirait au mieux. Et la troisième semaine, on est parti sur une semaine normale, comme il réagissait régulièrement. Et on s'est rendu compte, donc à la fin, on a pu présenter avec un tableau les différences qu'il y avait et ce que ça représentait financièrement, et sensibiliser tous les enfants à ça. Alors en espérant un retour justement dans leur famille comme exemple. Donc des vraies méthodes, actions pour vraiment sensibiliser et essayer que les actions menées par la commune, dans la suite, elles soient et les résultats de consommation énergétique soient au résultat parce que les usagers se comportent bien. Le deuxième lot, c'est celui qui permet de mener des petits investissements pour faire des économies qui sont souvent, là on va parler régulation, on parle de 10-15% d'économie d'énergie, mais les combles, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Enfin, c'est des travaux qui ont des temps de retour très rapides. Alors, pour en parler plus précisément, bon, les combles, c'était l'opération, nous on a participé à l'opération Cocon avec le département et la DUM. Nous, on a isolé tous nos combles donc avec des matériaux ressourcés, avec une épaisseur de 35 cm. Oui, une épaisseur de 35 cm. Donc cette opération, on l'a fait dans tous nos bâtiments avec une économie supplémentaire, dans le sens où qu'après, quand on passait les caméras techniques, on se rendait bien compte de l'efficacité de cette isolation. Après, la régulation. Alors la régulation, c'est un investissement qui a un coût, mais qui par contre est très appréciable dans le sens où cela nous permet de programmer des températures salle par salle, avec salle par salle, avec un résultat à la sortie et puis un suivi régulier de l'évolution des consommations. Ça nous permet de chauffer les salles que quand elles sont occupées, ce qui est important. Et puis en même temps, donc cette régulation, ça nous permet de gérer nos alarmes, ça nous permet de gérer nos ouvertures de portes. On a une vaste progression à faire dans le sens que, au fur et à mesure qu'on utilise ces produits de régulation, on avance et on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on découvre au jour le jour, mais qu'on peut rajouter. Depuis ton bureau, maintenant, tu es en capacité d'agir sur la température un petit peu de tous les bâtiments de la commune. Hein. On pilote tous les bâtiments, on ajuste même par rapport au retour qu'on a, dans le sens que des fois, on est un peu trop sévère par rapport à ce que demandent les utilisateurs. Mais voilà, c'est un outil important et très important pour moi. Oui, c'est juste un mot pour compléter. C'est vrai que c'est un investissement, mais il nous le rend bien, quoi. Quand on voit ce que ça produit et puis une aide aussi au travail au quotidien, donc c'est vraiment un. Et puis vous avez su le budgéter annuellement pour équiper un bâtiment par an et ainsi petit à petit arriver à réguler tout votre patrimoine. On arrive même à gérer l'éclairage aujourd'hui. Les petits travaux, Serge, tu en as parlé du coup de l'isolation des combles perdus via l'opération Cocon. C'est vrai, vous aviez fait le choix d'être en matériaux biosourcés. Ponctuellement, vous avez également remplacé quelques fenêtres. Et puis, vous avez aussi, dès que possible, mis en place des récupérateurs d'eau de pluie. Voilà, on a beaucoup travaillé, nous, sur les récupérateurs de pluie depuis 2012, la première installation. Depuis, on en a installé pas mal. Tout l'été, on peut arroser tous nos fleurissements 3 ou 4 fois par semaine sans problème, dans le sens qu'on a des fois, on a tous les ans, tout l'été des orages, et un orage permet de remplir nos cuves. De plus, on a tout un système aussi de tranchées drainantes qui nous permettent de récupérer beaucoup d'eau
et d'arroser tous nos stades. On a 2 stades qu'on arrose une fois par jour, même en pleine canicule. Alors, on arrose la nuit déjà, hein. Mais ça nous permet d'arroser et de tenir nos stades en bon état grâce à des récupérations d'eau en autonomie. Voilà pour les petits travaux. Maintenant, peut-être les programmes, les projets qui ont permis de faire les plus grosses réductions d'économie d'énergie, mais en parallèle de ça, qui ont nécessité des investissements plus conséquents. Il y a notamment eu 2 équipements qui ont été rénovés sur on remonte à 8 dernières années. Le centre d'Ornano, qui est finalement votre maison des associations, et puis le groupe scolaire Bétou. À chaque fois, c'est des projets là qui ont été pris dans leur ensemble avec l'appui d'équipes de maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études pour définir des scénarios de rénovation et puis des programmes de travaux, on va dire, présentant l'optimum économique. Peut-être sur Bétou. Alors, on peut dire 2 mots. Alors, Bétou, la première phase, ça a été d'ailleurs avec la DUM qu'on a travaillé ça, sur un diagnostic général du bâtiment, où on s'est rendu compte que le bâtiment, on avait une chaudière qui chauffait tout l'ensemble du Bétou, c'est quand même 4000 m² de plancher, constamment à la même température, quelle que soit l'utilisation. Donc, on a fait, avec ce diagnostic, on a travaillé après avec un bureau d'études sur des propositions, et donc une étude de faisabilité, ce qui était les meilleurs travaux possibles pour arriver à un résultat, un objectif d'économie d'énergie importante. Le résultat, c'est moins 50% de conso. Et là, sur résultat facture. Je pensais que tu le dirais après. Donc, ce travail a fait qu'on a retravaillé sur la chaudière et notamment en faisant plusieurs départs de façon à pouvoir chauffer à terme école, centre de loisirs, école de musique, restaurant et même la médiathèque métropolitaine sur les périodes d'utilisation. En plus, donc on a travaillé aussi, donc, comme on le disait tout à l'heure, avec des programmations de température, suivant l'utilisation aussi. Le diagnostic nous avait demandé aussi, il nous avait fait ressortir qu'on avait beaucoup d'entrées froides côté nord. Donc on a travaillé sur une isolation extérieure. On avait aussi un problème au niveau de toit terrasse qui était mal isolé. Donc, on a repris tous les toitures terrasses en isolation complète. Le reste, on a dû intervenir. Donc, voilà, ça doit être un peu tout ce qu'on a fait. C'est déjà un gros programme de rénovation. Gros, il y a un petit lien vers une vidéo que je vous laisserai quand Stéphanie vous enverra la présentation de ce jour. Allez voir qui reprend tous les travaux qui ont été faits sur Bétou. On va continuer pour garder le timing, mais sur Ornano, c'était aussi un gros programme de rénovation et puis la mise en place d'énergie renouvelable pour la chaufferie bois granulé. Sur l'approche des bâtiments neufs, là j'ai en tête forcément la construction du pôle enfance formé couleur, qui est venu en substitution de 2 écoles maternelles et sur lesquelles il y a eu des choix forts qui ont été faits. Peut-être Christine, tu peux les mettre en avant. Oui. Bon, déjà, on avait fait une étude, on avait deux maternelles et donc on avait fait une réflexion à savoir si on devait réhabiliter une des 2. Et donc, toujours pareil avec l'aide de la DUM, donc il s'est avéré que de faire une construction neuve était plus importante. Donc, avec des enjeux forts, effectivement, tous les l'utilisation de matériaux biosourcés, bien sûr, pour l'ossature et l'isolation. Une pompe à chaleur géothermique sur nappe qui fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a un constat, puisqu'on l'utilise maintenant depuis 1 an. Donc, un constat que l'été, il fait très confortable et que l'hiver, il y fait doux aussi. Et donc, vraiment un système performant avec des choix de matériaux et d'énergie intéressante. Serge, si tu veux en dire. La pratique est venue confirmer la théorie. Voilà, exactement. Alors, oui, il y avait de gros objectifs au départ de fixer, qu'on a plus ou moins atteint. Alors, ce qu'il fallait préciser aussi, c'est que c'est un bâtiment à ossature bois.
Oui. Donc avec toiture terrasse végétalisée. Et on a tout un système aussi de refroidissement l'été, par un système d'ailleurs qui est géré par la télégestion, d'ouverture de fenêtres sur la partie haute pour ventiler. Surventilation nocturne. Voilà, surventilation nocturne de toute la grande rue, de tout ce qui est couloir. On était vraiment sur ce projet-là, sur des exigences dans le cahier des charges avec l'architecte et le bureau d'études, proches des bâtiments passifs, comme ça se fait en Allemagne sous le label Passive House, ce qui avait permis notamment d'accéder à des financements de l'Europe, du FEDER, qui étaient assez intéressants. On peut être dubitatif sur des projets comme ça. Des fois, on se dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Et là, on peut vous assurer, ça marche. Ça fonctionne bien, c'est très confortable pour les usagers. Tout à fait. Et puis dans le dernier lot, avant d'arriver au résultat un petit peu de toutes ces actions du schéma directeur, puisque tout ça c'est ce qui a été fait, c'est pas ce qui est projeté. Donc il y a eu de la diversification énergétique, puisque vous l'avez vu, donc il y a eu la mise en place d'une pompe à chaleur sur nappe pour le pôle enfance, et puis il y avait eu la mise en place d'une chaufferie bois granulé au centre d'Ornano. Il y a des pistes également de production d'électricité verte. Alors là c'est plutôt en projet. Dans le cadre de Solaire Dôme, dans le cadre de projets avec Ombrière d'Auvergne. Sur ce mandat-là, je pense qu'il y a quelques toitures qui vont s'équiper de photovoltaïque. Le potentiel sur la commune, c'est environ 270 kg sur ces bâtiments. Hein. Ne serait-ce que sur ces bâtiments, ça permettrait de produire l'équivalent de 85% de la consommation d'électricité de la commune. Donc si on rajoute à ça des ombrières, peut-être d'autres projets hors toiture, on pourrait venir couvrir l'équivalent des consommations des bâtiments. Le bilan, c'est le suivant. On en parlait tout à l'heure, Amy a dit que c'était probant. Effectivement, on est sur une nette baisse des consommations. Entre 2008 et 2019, ou 2020, c'est stabilisé malgré le Covid. Il y a eu une baisse de 44% des consommations d'énergie. Hors éclairage public, puisque maintenant ça a été transféré sur la métropole, comme je le disais tout à l'heure. Donc sans l'appareil éclairage public, c'est 44% d'économies d'énergie qui ont été réalisées via toutes ces actions-là. Par énergie, voilà, c'est 45% sur le gaz naturel, c'est 38% sur l'électricité, c'est 50% sur le fioul. Et je le disais, ce fioul va bientôt être substitué, ou c'est fait. Dans le mois prochain. Dans le mois prochain. Pas tarder à démarrer. Donc il n'y aura plus de fioul sur la commune d'Aulnat. Ces résultats-là se traduisent, alors en consommation, on est sur moins 44%, en dépenses, on est quand même sur moins 24%, malgré le contexte haussier du coût des énergies. Et c'est finalement un budget de fonctionnement qui est passé de 165 000 € en 2008 à 125 000 € en 2019, et ce, malgré des énergies qui sont en hausse. Donc c'est quand même des économies qui sont sympas à aller chercher. Et en émissions de CO2, on est sur une réduction de 45% des émissions de CO2 sur le patrimoine de la commune. Peut-être pour terminer notre présentation, avant de répondre à vos questions, ces stratégies-là de schéma directeur, d'action, elles se co-construisent, elles se planifient dans le temps, et puis elles s'actualisent. Et là, il y a les suites un petit peu de ce schéma directeur qui sont en train de se définir pour le ou les prochains mandats. Peut-être Christine, si tu veux donner 2-3 axes de la suite. Oui, des projets qui sont importants. Hein, donc, le premier qui est listé, réaménagement d'une ancienne école en logement et CCAS. Donc, en termes d'urbanisme, je pense que c'est aussi intéressant. Hein, c'est donc la réaffectation de locaux. Donc là, c'est pareil, avec une étude importante sur comment on peut déployer un service sur un autre, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est une ancienne école, mais réaffecter cette friche, comment la rendre aussi sur la consommation d'énergie, eh bien, peut-être aller jusqu'au passif aussi, on parlait tout à l'heure avec Sébastien, donc on a aussi du toit à terrasse, donc avec du potentiel aussi, donc une réflexion importante sur ce bâtiment-là. Une réflexion importante aussi sur la salle polyvalente, qui est une salle très ancienne, donc qui est assez énergivore, très énergivore. C'est aujourd'hui maintenant devenu le bâtiment qui consomme le plus dans votre patrimoine. Maintenant que les groupes scolaires sont rénovés. Donc avec une réflexion très importante, donc toujours pareil en relation et en concertation avec les associations qui l'utilisent énormément. Donc là, on vient juste
démarrer ce programme-là, mais ça va être aussi un projet important de notre mandat. Après, déploiement des énergies renouvelables, Sébastien on a dit un mot, et puis un travail sur le confort d'été, les solutions passives. Alors, effectivement, ça c'est pas une mince affaire, j'ai envie de dire. C'est un petit peu compliqué, effectivement, sur certains bâtiments qui n'ont pas encore été travaillés. Eh bien, comment… Alors, on a la solution aujourd'hui pour se protéger du froid l'hiver. On sait bien faire. On sait faire. Et puis, pour se protéger de la chaleur l'été, on est un peu moins habile. Et donc, on a ce travail là-dessus aujourd'hui sur certains équipements. C'est important aussi pour le bien vivre des utilisateurs. Voilà, puis implication citoyenne et travail à l'échelle de la commune, et bien encore une fois, c'est comment montrer aux Aulnatois que ce qui se fait dans les bâtiments, et bien certaines fois, ça peut aussi se transcrire sur le parc privé. Voilà, donc toutes ces réflexions et on va en revenir encore sur l'éclairage public, sur d'autres aménagements. Enfin, on a toujours en tête donc, cette réflexion. Le cap est lancé et voilà. Maintenant, vous savez qu'à chaque projet, on a le réflexe ADUM. Transition écologique, ADUM, voilà. On appuie sur le bouton ADUM. Voilà, Rémi, on en a fini, nous, pour la présentation. Eh bien, écoutez, merci. Alors, il y a déjà une question dans le chat, donc je vais vous la poser, et puis je pense qu'il y en aura d'autres qui vont. Moi, juste un petit commentaire. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que Serge a le bouton qui lui permet de baisser la température dans les bureaux des gens qui l'embêtent. C'est ça l'histoire? C'est ça. Non, mais ça a des côtés. Enfin, passons. Après, moi, je note avec intérêt, j'avais cette réflexion-là, notamment en voyant ce que vous avez fait sur les bâtiments neufs, etc., sur ce qu'évoquait Christine à l'instant, c'est-à-dire le fait que le confort d'hiver, ça va, on commence à être rodé, le confort d'été, ça reste compliqué. Tu évoques ça sur de l'ancien, ou y compris sur le neuf que vous venez de faire, hyper performant, avec pompe à chaleur, etc., etc. Non, c'est bien sur l'ancien, parce que sur le neuf que l'on vient de faire, justement avec les systèmes qu'a pu présenter Serge, on est tout à fait efficace, aussi bien sur l'hiver que sur l'été. Donc ça, c'est ce que je disais, on avait un peu une incertitude là-dessus, même si on nous promettait que ça allait être bien, on avait quand même un petit doute, et le temps nous tardait, que ce soit en place et en fonctionnement, de façon à avoir un retour. Mais les utilisateurs aujourd'hui sont enchantés, ravis, parce que ça marche aussi bien l'été que l'hiver. Si je peux préciser, puisqu'on a un suivi de l'ordinateur des températures réelles, le pôle enfance, partie sud, la température la plus haute qu'on ait eue pendant la canicule, donc durant l'été dernier, a été de 24 degrés. Wow. Ouais, c'est pour ça que je disais la pratique vient confirmer la théorie. C'est vrai que quand on est à promouvoir l'utilisation de matériaux biosourcés, à dire que ça aura un impact sur le confort d'été, en fait, tant qu'on ne l'a pas vécu, ressenti, on peut avoir un petit doute. Un peu, oui. Bon, là, voilà, il y a des élus qui le confirment. C'est vrai que quand on est sur des usages de matériaux qui vont avoir des déphasages plus importants, avec des épaisseurs d'isolation qui vont être aussi fortes, hein, mais du coup, en fait, en travaillant le confort d'hiver, on fait une grosse partie du travail du confort d'été. Oui, le chiffre qu'évoquait est impressionnant, effectivement. Alors, il y avait une question d'Emmanuel Berthaud qui était: avez-vous un retour sur cette sensibilisation des 3 jours sur conso, sous conso et normal? Est-ce que ça a permis de parvenir à un alors c'était en milieu de présentation, hein. Ouais. Est-ce que ça a permis de parvenir à un comportement plus économe des usagers? Alors, c'est un peu difficile. On appuie, on essaye de sensibiliser les usagers justement vers l'économie. Le résultat est peut-être pas total, il y a des efforts de fait. Bon, c'est vrai que nous, en gérant les températures et pas mal de choses, on arrive à avoir un pied dessus, donc à pouvoir maîtriser. Mais bon, c'est vrai que c'est là, je pense, qu'on a le plus de travail à faire pour arriver à économiser encore plus.
Là, si je peux rajouter, c'est un test qui avait été fait sur l'école élémentaire. Donc, effectivement, c'est toujours un petit peu difficile d'avoir un suivi et un résultat précis. En revanche, c'était au-delà du résultat, c'était sur la stratégie un petit peu. Faire prendre conscience. C'est la prise de conscience de ce qu'on pouvait faire, les comportements qu'on pouvait avoir pour maîtriser nos énergies. Et on pense que les enfants sont des bons vecteurs de communication. Et c'était aussi de faire passer le message dans les familles. Voilà, c'était vraiment sur la stratégie. Alors aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas allé au bout de l'exercice. C'est quelque chose où on n'est pas. Voilà, c'était des prémices. Hein, c'était une piste qu'on avait lancée. Je pense qu'il faut qu'on y retourne et qu'on confirme cette action en tout cas. Ok. Alors, pour l'instant, c'était la seule question que nous avions dans le chat. La parole est ouverte. Qui souhaite interroger nos excellents intervenants? Alors, il y a quelqu'un qui dit merci. Ah ben, c'est Emmanuel donc, qui vous remercie pour votre réponse. Y a-t-il d'autres questions? Alors, le commentaire, enfin vous avez dans le chat un petit commentaire de Sébastien. L'autre Sébastien, c'est à la DUM, des fois, déjà, il y a les DUM, il y en a 2, c'est compliqué, mais dans d'autres circonstances, surtout avec des réunions à 3 ou 4 Sébastien, voire 4 ou 5, j'attire l'attention de tout le monde sur le risque de la prolifération des Sébastiens. Donc, on estime généralement les marges de progrès en matière de gain d'économie d'énergie liées à l'usage seul, 10 à 13%. Bon, ça mérite de se pencher pour les ramasser. Donc, d'autres questions, d'autres commentaires? C'est d'autant plus facile de travailler avec les usagers quand on est sur des bâtiments qui sont confortables et économes que dans des passoires énergétiques à dire faut faire ci, faut faire ça, alors que déjà le bâtiment en lui-même, il est mal. Oui, c'est assez clair. Ça tombe sous le sens. Alors, y a-t-il d'autres commentaires? Ah, tiens. Avez-vous un ordre de grandeur des différences en pourcentage de ces différents jours comportements? On est revenu sur la sensibilisation, le surconso, sous-conso est normal. Le jour où on s'éclate, le jour où on se bride. Ah, les 3 semaines. Oui, moi, je ne me rappelle pas. C'était 3 semaines. C'est une semaine sur chaque comportement. Voilà, une semaine, sachant que… Et tu as les chiffres en pourcentage? Alors, en pourcentage, je ne me rappelle pas du tout. Par retrouver, contre, je pourrais faire passer le formulaire, le rapport Petit retour. rapport de l'expérimentation. Si vous en avez, effectivement, si ça intéresse, je pense que ça va intéresser certains d'entre nous, si ça peut être d'une manière ou d'une autre mis en ligne avec le compte-rendu ou avec le lien enregistre. Oui, voilà. Parfait. On le mettra avec le support de la présentation. Ok. D'autres questions? L'inconvénient, je le dis, c'est des présentations bien bouclées comme celle que vous venez de nous faire, c'est que finalement, que plein de gens ont l'impression d'avoir déjà trouvé plein de réponses, mais pour autant, vous êtes à leur disposition, donc ils sont à votre disposition, les uns ou les autres. En fait, si je peux me permettre, là, en attendant peut-être quelques questions, ce que je trouve aussi assez sympa dans l'exemple d'Olna, c'est qu'Olna a su vraiment piocher dans toutes les actions du schéma directeur. C'est-à-dire que quand on leur a fait cette proposition en 4 lots, ils ne se sont pas dit on fait ça et puis le reste, on verra plus tard. Ils ont vraiment tout planifié et ils ont su aller travailler dans tous les lots du schéma directeur, ce qui aujourd'hui, je pense, fait que ça porte ses fruits de façon aussi importante sur la réduction des consommations. Hein. C'est vraiment en allant sur un peu toutes les actions qu'on arrive à abaisser ces charges de fonctionnement liées à l'énergie. Oui, c'est pas se disperser, hein. C'est au contraire être bien complémentaire dans les actions et avoir bien justement un impact qui est efficace et probant en tout cas. Oui, c'était un peu la feuille de route. Oui. Ok. La DUM nous avait donné un devoir et puis on l'a exécuté. Il a affiché dans mon bureau d'ailleurs. Tout de suite.
Dites, il y a une question tout à fait intéressante dans de Bruno Ponruchet du Sandre. Pardon, non, d'Isabelle Perrin d'abord, puis Isabelle Perrin, puis Bruno Ponruchet dans la même minute. Récupérateur d'eau de pluie, peut-on envisager un groupement de commandes? Sébastien? Tous envisagent une forme de groupement de commandes. Serge, toi, par quelle voie tu as acheté tes récupérateurs d'eau de pluie? Est-ce que c'est pas des gros investissements, mais ça s'envisage de façon groupée, oui. Alors, oui, bon, moi j'avais fait un appel à concurrence, mise en concurrence, et j'avais travaillé à chaque fois avec la même entreprise. Hein. Alors, bon, il y a deux lots en réalité. Il y a le lot terrassement qui est assez important, et après le lot installation. Pour moi, je suis parti sur des cuves béton circulaires. Pourquoi béton? Parce que c'était, comme on a un terrain un peu spécial à Aulnat, je ne voulais pas retrouver les cuves, que les cuves sortent du terrassement. Donc, il fallait un peu de poids, un peu de lestage. Donc, j'étais parti sur des cuves béton, mais ça, il y a plein de possibilités. Je sais qu'il y a des communes qui sont en train de regarder pour en installer. Je pense à Roménia, entre autres. Mais bon, dans le groupement de communes, oui, ça pourrait se faire. Oui, je pense. On garde l'idée et on la creuse. Alors, l'idée est double. Je suis allé un peu vite dans ma présentation. Isabelle Perrin parlait d'un groupement de commandes et Bruno Ponruchet d'une centrale d'achat, d'un référencement des des matériels. Voilà, tac, tac, tac. Oui, voilà, grosse cuve égale collectivité pour les usagers, centrale d'achat, petit cuvage. Oui, c'est bien. Bon, bah, c'est quelque chose qu'on peut garder en tête de notre côté, effectivement. Alors, je tiens à préciser, pour ceux qui n'ont pas l'œil sur le chat, que vous êtes assaillis de remerciements et de félicitations pour la qualité de la présentation. Est-ce que nous avons d'autres questions ou d'autres commentaires ou peut-être d'autres témoignages aussi au complément que certains collègues d'autres communes voudraient apporter? Un grand silence blanc, pour prendre l'expression de... Ouais, écoutez, ça veut vraiment dire que je pense que ce qui nous a été présenté paraissait complet, bouclé enfin, on avait déjà évoqué bien auparavant avec Sébastien et Sébastien. Je crois que l'exemple d'Olna, c'est bien justement à la fois une démarche de réflexion en amont, une appréhension bien large du champ des possibles, et ensuite une série d'actions qui déroulent l'ensemble et qui amènent à des résultats quand même. Ce qui nous a été évoqué, je le rappelle juste, ce qu'on devrait tous garder en tête en termes de chiffres clés. J'entends des blinks, donc d'ailleurs des choses dans le chat, donc je vais y revenir, mais quand même, ce qu'on devrait tous garder en tête en termes de chiffres clés pour sensibiliser, motiver, expliquer autour de nous, c'est c'est un travail sur la durée, une série d'actions sur la durée, et en finale, moins 44% de consommation, moins 24% de facture. Voilà, on n'est pas en train de jouer sur l'épaisseur du trait, et ça vaut vraiment le coup de se mobiliser. Alors, il y avait une question très concrète, Philippe Faure, quel coût environ pour la pose de récupération? J'en déduis que ça doit être une cuve de récupération. Voilà, ah oui, il a rajouté d'une cuve de récupération. Alors, nous, c'est des cuves qu'on a posées dans les années 2012-2014. En gros, c'était 12 000 €, y compris terrassement plus cuve. Donc, à chaque fois, on mettait deux cuves. Donc, deux cuves de 10 mètres cubes. Donc, ça faisait 20 mètres cubes de stockage. Donc, tout compris. Hein, installation, terrassement, remise propre et pompe pour aspirer l'eau de la cuve. Ok. Bon, nous avons encore des remerciements et des...
À l'ADUM pour son approche pro, je le dis quand même, et à Olna pour son témoignage. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, alors voilà, Isabelle Perrin me tend la perche, webinaire très intéressant, merci aux participants, on attend la suite, et j'allais justement vous dire, s'il n'y a pas d'autres questions, et s'il y en a, ils ont encore 2 minutes pour s'exprimer pendant que je rappelle les prochains épisodes. Donc on sera toujours sur ce créneau midi 13h, qui semble quand même convenir à pas mal de gens. Le 18 mai, épisode 3, coup de projecteur sur le cadre réglementaire, qui s'appuie sur le patrimoine bâti des collectivités. Épisode 4, comment engager une rénovation globale, gros sujet. Épisode 5, miser sur les énergies renouvelables et les matériaux biosourcés pour orienter l'économie locale, le 15 juin. Donc, ah oui, pardon, l'épisode 4, c'est le 1er juin, l'épisode 5, c'est le 15 juin, énergie renouvelable, matériaux biosourcés. Et l'épisode 6 sur les financements, c'est le 29 juin 2021. Voilà, écoutez, je ne vois plus rien dans le chat. Il me reste vraiment à vous remercier tous pour votre participation, à remercier voilà, l'État, la région, le département pour nous avoir confié cette tâche absolument passionnante. Et remercier vraiment Christine Mandon, maire d'Olna, Serge Estorge, directeur des services, et notre collègue Sébastien Brunet pour voilà, la qualité, la pertinence de cette présentation. Et puis, au-delà de la présentation, on remercie vraiment la ville d'Olna pour l'exemple qu'elle nous donne à tous. Voilà, il est 12h01. Merci encore. À très bientôt. Et l'ADUM reste évidemment à votre disposition à tous, demain, après-demain, voilà, et au quotidien. Merci, au revoir. Merci Merci à beaucoup. tous pour votre attention. À une prochaine fois.